J'ai le plaisir de recevoir Manon et Simon Ly, Estelle Bourbeau, François-Michael Labrie. C'est vraiment un immense plaisir de vous recevoir et de pouvoir discuter avec vous euh, de la création de jeux de rôle, de votre pratique, des renouveaux dont vous êtes les moteurs aussi. Manon et Simon Ly, je ne sais pas si on peut dire vous appartenez, vous êtes Angel Dust JDR, donc vous créez des jeux de rôle dont Damnée la bête éternelle notamment et Terre de sang. Bienvenue. Estelle Bourbeau et François-Michael Labrie, vous travaillez sur le projet Jindos qui a été financé, je crois, l'année dernière ou il y a quelques mois, très En récemment. début de cette année, effectivement, que le sociofinancement s'est terminé et qu'on a tout envoyé. Très bien. Donc, vous pouvez ouvrir vos micros. Et je vous propose peut-être de commencer cette discussion sur la thématique de penser le jeu de rôle autrement, que ce soit à travers la création, à travers la diffusion ou à travers les pratiques de jeu. Je vous propose de peut-être commencer par vous présenter, nous dire peut-être ce qui vous a amené à créer du jeu de rôle, quel a été votre parcours dans le domaine. François-Michael, est-ce que tu veux Oui, commencer? bien sûr. Tu avais la parole. Alors, bonjour, je m'appelle François-Michael Labrie. Je suis le co-créateur de Jindusk et un petit peu son originateur aussi. Comment est-ce que c'en est? Je suis maître de jeu, très principalement maître de jeu depuis 15 ans à peu près, peut-être un peu plus. Ça a été mon plaisir et mon dada depuis toujours. Là, j'ai toujours un peu, comme n'importe quel maître de jeu, adapte les systèmes à son plaisir et à sa fonctionnalité. Puis un jour, quand j'ai découvert Fallout, c'était Fallout 3 à l'époque et que ça a été un peu mon introduction au post-apocalyptique, j'ai trouvé le style vraiment génial et pas franchement accessible à cette époque-là dans le jeu de rôle. Je suis certain qu'il en existait, mais c'était pas encore aussi facile, mettons, de se renseigner sur la question. Et mon hobby store local ne tenait rien sur la question. Donc, j'ai décidé que, voilà, on va prendre les règles de Hunter the Vigil, on va bricoler ça un petit peu, on va rajouter 2-3 morceaux, et puis voilà, on va pouvoir jouer à ça. Et ça a été, en quelque sorte, la toute première itération de Jindusk, parce que tant qu'à pas avoir à suivre les règles de Fallout comme tel, on allait s'inventer un peu ce qu'on voulait. Et voilà, 10 ans plus tard, là d'où c'est venu informe encore un peu la création, mais c'est devenu infiniment plus et infiniment plus différent aussi. Et surtout, et de manière très heureuse, c'est qu'à peu près à la moitié de ce chemin-là, Estelle s'est mise à travailler très activement avec moi sur le projet et c'est vraiment devenu la création de nos deux esprits plutôt que juste le mien. Et ça a donné quelque chose de vraiment très bien, je crois. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on en est arrivé là à la création. D'accord. Et donc, toi, Estelle, quel a été ton apport dans le projet? Qu'est-ce qui t'a amené à travailler dessus? Donc, en fait, genre, la game de test un peu, la première qu'on a fait avec le système de Jindos, donc à l'époque, c'était avec les règles du jeu Author de Vigil, mais juste comme à la sauce post-apocalyptique. Je faisais partie de ce groupe-là. Puis, comme c'était peut-être le deuxième ou troisième jeu de rôle sur table que j'essayais. Donc, parce que j'ai commencé assez tard. J'ai commencé quand j'étais au cégep. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui touchent à ça à l'adolescence et tout. Moi, c'était un peu plus tard. Puis donc, immédiatement, j'ai trouvé que c'était un univers vraiment sympathique. Puis j'ai aussi aimé la possibilité qu'on puisse comme y mettre un peu du nôtre, créer quelque chose qui allait vraiment correspondre à ce qu'on avait envie de voir. Mais mon rôle principal a été au niveau du texte. J'ai toujours eu un pas pire talent pour ce qui est de comme, écrire en bon français écrit. Puis, donc, ça a été plus ça mon apport, puisque le texte avait besoin justement d'un peu de travail pour que ça puisse donner comme un livre cohérent. Donc, c'est ça, mon centre, je travaille dans le domaine du livre, je suis bibliothécaire. Donc, c'est quelque chose que je connais assez bien. Donc, ça a été ça, ma contribution principale. Ok, super, merci beaucoup. Manon et Simon Ly, de votre côté?
Ah, on ne vous entend pas. Petit problème technique. Allô, allô? Oui, Ouais, super. super, merci beaucoup. Donc, bonjour. Bonsoir. Euh, Vas-y, je t'en prie. Du coup, Simon et Manon-Lie, nous sommes du coup auteurs pour toi et autrices de jeux de rôle derrière le label Angel Dust JDR. Et alors, on est plutôt vers la forme indépendante et alternative du jeu de rôle. Je pense qu'on peut caractériser ça comme ça. Et alors, du coup, pour répondre rapidement à la question de la création, je pense qu'on peut, on peut aller sur le même terrain que François Michael avec, si on peut me passer l'expression, de bidouiller un jeu existant. On a beaucoup touché des règles existantes pour les moduler à ce dont on avait envie de jouer, ce qu'on avait envie de créer comme fiction. Et on a surtout allégé en fait les règles pour passer à un côté plutôt sans MJ, sans dés, une histoire enfin, un jeu qui se concentre davantage sur l'histoire, je dirais. Parfait. Je ne dis rien de plus. D'accord, donc ouais, c'est vraiment intéressant. Il y a ce passage qui se fait de joueur-joueuse, MJ au design, finalement, à la création en elle-même, à force de participer, de bidouiller, de se réapproprier un peu les systèmes. Toi, Estelle, de ton côté, donc le jeu de rôle était moins présent au départ. Qu'est-ce qui a motivé ton entreprise de création là-dedans? Tu parlais du rapport au livre. Est-ce que c'est vraiment l'enrichissement de l'univers qui t'appelait dans ce domaine-là? Oui, on peut dire ça en effet, parce qu'à ce moment-là, comme si on regarde comme le partenariat avec François Michael, comme François Michael a vraiment plus une tête pour ce qui est des règles, pour créer comme un système qui se tient justement, puis qui va être équilibré et tout ça. Donc ça, on lui donne le crédit pour ça. Moi, j'étais vraiment plus intéressée justement à comme créer un univers qui allait être intéressant, puis qui allait comme regorger toutes sortes de choses. Surtout que en termes de post-apocalyptique, j'avais souvent l'impression que certaines choses que je voyais dans les médias avaient tendance à être très beige. Donc, beaucoup de sable, de ruines et tout. J'étais comme, ouais, mais c'est beaucoup plus intéressant s'il y a des gens qui vivent là-dedans, s'il y a des animaux, s'il y a des créatures, s'il y a des choses à découvrir. Donc, moi, c'est un peu dans le fait de peupler cet univers-là que je me suis sentie appelée, peut-être, au niveau créatif. D'accord. Et toi, François Michael, qu'est-ce que tu recherchais finalement dans ce hack un peu de système? Est-ce que c'était comme Manon et Simon du côté de la simplification? Est-ce qu'il y avait une orientation particulière? Non, je dirais pas à l'origine, du moins, parce qu'à l'époque, c'était principalement Donjons et Dragons 3.5 avec un peu de Hunter et un peu de Warhammer 40 000 que j'avais. Fait que non, on n'était vraiment pas dans la simplicité à ce niveau-là. Et ça fait 10 ans quand même de tout ça. Et l'idée que un jeu de rôle pouvait exister sans une quantité parfois, excusez-moi pour les puristes, aberrantes de choses à retenir et à écrire, me semblait un peu bizarre. Je veux dire, je voyais pas comment est-ce que ça pouvait tenir à long terme, donc c'était vraiment pas là. Mais non, moi, l'idée, c'était plus que j'ai créé des aventures, j'ai créé mes univers, j'ai rien contre les parties pré-tirées ou les choses comme ça, mais ça n'a jamais été le style. J'ai des idées d'univers, de créatures, d'endroits, de lieux, de personnes. J'ai des idées de drames et que je voulais voir réaliser, que je voulais voir créer dans différents univers. Et quoi de mieux que de pouvoir créer mon propre univers pour travailler là-dessus. Là où Estelle a raison, par contre, c'est qu'elle a vraiment enrichi cet univers-là. Parce qu'au début, j'étais assez dans le beige, pour reprendre son expression. Puis même encore, je vais me rappeler souvent que quand on faisait faire l'art par notre artiste qui nous a aidés, Yanko Dragovic, on le salue, on le remercie.
Bien souvent, moi j'avais une idée très OK, fait qu'on va avoir une scène, ça va être comme ça, il y a un type avec un fusil dans ce coin-là, il y a un monstre dans celui-ci, la ville est un peu en ruine. Puis il y avait Estelle qui est là. Et le gars, il y a un alpaca avec lui. J'étais comme, un alpaca? Mais pourquoi il y a un alpaca avec lui? Genre, ça, pour rien, ça rend l'image plus dynamique, plus intéressante. Le monde vive, ils ont des animaux, ils ont des choses avec eux. Et je me suis rendu compte justement que c'est vraiment quelque chose qu'elle a apporté, que le monde avait l'air plus vécu dedans. Mais j'essayais pas juste de créer des règles à la base, c'était pas du tout mon intérêt. L'idée le fait étant que je suis passé par 3 systèmes différents, j'ai commencé avec Hunter, j'ai ensuite essayé de passer sur du D100 et je suis finalement revenu à quelque chose dans la pool de dés plutôt, mais de bien à moi. Euh, les règles ont été vraiment un afterthought, si vous excusez mon bon français, de l'idée de créer le monde dans lequel je voulais pouvoir interagir et jouer. Mais comme je dis, l'univers lui-même est devenu vraiment une création de nous deux ensuite parce que, comme je dis, à la base, c'était encore un peu standard comme concept. Donc, c'était vraiment ça à la base. D'accord, donc c'est marrant, on retrouve un peu ce dont on parlait tout à l'heure, les pôles game, système à optimiser, et puis en Oui. même temps l'expérience libre de la pratique de l'enrichissement de l'univers Hmm. par la cohésion de tout le monde. On retrouve ça à la fois dans la pratique de jeu et dans la pratique créatrice finalement. Vous, Manon et Simon, j'ai l'impression que vous êtes un peu aussi dans ces 2 orientations-là, dans le sens où d'un côté, il y a Dané, dont peut-être vous pouvez dire quelques mots, mais qui était basé, si je ne me trompe pas, sur votre approche personnelle de Vampire la Mascarade. Et puis en même temps, des jeux comme Les Larmes du Soleil, comme des choses comme ça, qui mettent en avant vraiment la co-création, une sorte de poésie partagée à travers la pratique du jeu de rôle. Ouais, pour nous, avant tout, je dirais que tout le système de règles est là au service de l'expérience qu'on propose. Donc, par exemple, dans Les Larmes du Soleil, on va raconter ensemble un voyage initiatique et poétique. Donc, c'était évident que ça allait être un jeu sans MJ, que ça allait être un jeu qui fera la part belle à la narration et à l'interprétation et à la poésie, du coup, et faire générer la poésie par cet imaginaire collectif qu'on déploie ensemble. Et par exemple, pour Dané, qui est un peu notre vision de Vampire la Mascarade, dans lequel on a voulu vraiment injecter de l'horreur personnelle, des relations entre les personnages, du Anne Rice quelque part. Et ben, là aussi, encore une fois, on a fait en sorte que les règles soutiennent ça. Donc pas ou peu de jet de dés, les personnages ne sont pas définis par ce qu'ils savent faire, mais par des désirs intérieurs. Voilà, pour nous, il y a vraiment un côté, effectivement, c'est du jeu de rôle, donc il y a un côté ludique, il y a un côté règle, il y a un côté game, mais toujours au service de l'expérience qu'on veut proposer. Et cette expérience-là, j'ai l'impression qu'elle est, quand on disait qu'on était dans le monde de l'alternatif, et ben les expériences qu'on essaie de proposer sont des expériences qui font un pas de côté par rapport aux jeux de rôle qui proposent de l'aventure, par exemple, ou du combat, ou des affrontements, ou ce genre de choses. Voilà. On essaye de partir un peu, de faire ce petit pas de côté, et donc forcément, les mécaniques qui en découlent eh bien, soutiennent ça, donc sont parfois également en décalage, entre guillemets, ou avec un pas de côté par rapport au jeu de rôle un peu mainstream, quoi. D'accord. Et on a la chance donc d'avoir 2 équipes créatrices qui sont d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Tu parles du côté mainstream versus indépendant. Manon, tu t'accentuais sur cette indépendance tout à l'heure. Est-ce que justement dans votre pratique, vous avez une vision peut-être des attentes des joueurs et des joueuses, ou de tendances qui se dessinent, que ce soit donc en France ou en Europe plus généralement de votre côté, puis du côté de François Michael et Estelle du côté du Québec? Est-ce que
quand vous créez vos projets, vous gardez en tête justement ces tendances-là, des attentes auxquelles il faudrait répondre? Alors, je pense pas, non. 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 Non, je pense qu'on on propose quelque chose, qui voilà, c'est des choses qui nous touchent et qu'on a envie de transmettre et il se trouve que, on se trouve pas dans le côté mainstream, mais c'est un peu un hasard, non? J'ai pas l'impression que, on cherche à plaire ou on cherche Oui, à je pense voilà. pas qu'il y ait une recherche voilà, de plaire à un public ou à une cible. C'est plus l'envie créatrice en Mmh. fait qui prédomine plutôt que cette recherche-là, en tout cas qu'une recherche. Mais après, il faut aussi dire que, on se nourrit aussi du marché. Enfin, c'est-à-dire Oui, qu'on crée on vit dans un environnement, dans un contexte qui fait que, on se nourrit de choses qui nous qu'on aime bien, donc plutôt des jeux alternatifs, voilà. Et donc du coup, on rebalance un peu dans l'écosystème, plutôt du jeu alternatif aussi. Donc il y a un côté comme ça où, peut-être qu'on coche des cases, mais un peu inconsciemment ou du fait du contexte, quoi. Mais c'est pas c'est enfin oui. voilà. Ou du moins c'est inconscient. Il n'y a pas d'étude de marché qui a Ah qui a bah, été Non. non. Je suis tout à fait d'accord, en fait, avec tout ce qui a été mentionné là, ici. Je rajouterais à ça qu'il y a deux points particulièrement, en tout cas, qui m'ont touché en particulier. Le premier étant qu'il faut comprendre que nous, Gene Dusk, c'est un projet qui a travaillé très, très, très longtemps, mais principalement parce que pendant longtemps, ça a été, bon, je travaillais dessus pendant 2 mois, j'arrêtais pendant 1 an, j'y revenais, puis ça avait toujours été plutôt pour le plaisir de dire j'écris mon propre système de règles et je peux raconter sans limite l'histoire que je veux dans le monde que je veux. Puis c'est seulement il y a 4 ans peut-être que je me suis sincèrement fait pousser dans le dos que faudrait que je présente ça, que même si je ne deviendrai pas le nouveau Wizard of the Coast, il y a du monde à qui ça pourrait plaire et à qui ça pourrait ça pourrait intéresser. Et ultimement, j'ai jamais compromis ce que j'avais envie d'écrire pour le sortir. Et je veux dire, j'étais même péniblement au courant dans les 2 dernières années qu'on était horriblement en retard pour rider la vague post-apocalyptique qui avait été bien populaire. Encore plus parce que j'étais mordicus à l'idée de pas mettre de zombies dans le mien. Ça veut dire que c'est pour dire qu'on a vraiment fait ce qu'on voulait. La chose que je dirais qui a changé, qu'on est resté au courant puis qu'on a fait attention de s'adapter. Premièrement, alors que j'ai découvert plus de jeux de rôle, j'ai perdu un peu cette idée-là que j'avais qu'il fallait qu'un jeu soit compliqué pour être le fun. Et il y a énormément de règles qui ont été réduites et beaucoup de systèmes qui ont été juste abandonnés dû à leur complexité. Et c'est encore pleinement complexe comme c'est là déjà. Mais aussi, le monde a évolué. Les mentalités ont évolué entre ce qu'on considérait comme ce qui était considéré comme acceptable ou pas, et plus personnellement, même sans regarder ce que le monde en pensait, plus personnellement, j'ai évolué comme personne, puis des choses que j'aurais écrit à une époque en trouvant que c'était tout bénin. À ce point-ci, j'étais comme non, il y a peut-être une réflexion qui mérite d'y avoir, et ça, je dirais pas que je l'ai fait pour cocher des cases. Je dirais pas que je me suis jamais dit, ah, si on évite tel mot ou qu'on rajoute telle image, on va faire plaisir à cette communauté-là. Je me suis plutôt dit, c'est ça que ça prend pour être un bon être humain et c'est exactement ce que je vais faire dans ce cas-là. Mais ça a coché des cases. Je sais pas si tu peux rajouter là-dessus, Estelle. Oui, en tant que tel, justement, comme dans la démarche, surtout en fait, quand on a commencé justement à faire illustrer le livre par notre ami Yanko, là, à ce moment-là, on a commencé à se questionner justement de comme ce qu'il y a dans notre tête, comment le concrétiser ultimement. Puis c'est là, à ce moment-là, que moi, j'ai eu vraiment une réflexion sur le fait, par exemple, que dans beaucoup de livres de règles, genre Donjons et Dragons, par exemple, il y a somme toute pas beaucoup de diversité, ironiquement, comme, puis là, je suis sûre que ça a rapport avec le panel qu'il y a eu plus tôt aujourd'hui sur le concept de race dans l'univers de Donjons et Dragons. Mais effectivement, comme juste au niveau de la taille corporelle, du niveau comme comme nombre de membres ou peu importe, ou ethnicité, etc., comme il n'y a pas énormément de diversité dans les illustrations de manuels de jeux de rôle, ça, c'est tout de suite quelque chose qu'on s'est dit comme que nous, on voudrait faire ça différemment, parce que de la façon qu'on se représentait l'univers du jeu, c'était quelque chose justement de vraiment beaucoup plus divers où on pouvait avoir toutes sortes de gens. Donc, c'est ça qu'on a cherché à représenter. Forcément, donc, comme le fait qu'on voulait que ce soit en quelque sorte un jeu inclusif a été un peu au cœur de la démarche.
Donc, à ce moment-là, je sais c'est quelque chose qui est un peu au goût du jour, d'une certaine façon, ce que je trouve fantastique, mais donc c'est ça. Ça fait qu'on finit par cocher des cases, j'imagine, d'une certaine façon. Finalement, tous les quatre, vous avez rencontré un public, que ce soit dans le financement des projets ou dans le succès que ça peut avoir. Est-ce que vous observez justement des changements dans la population qui joue au jeu de rôle depuis l'époque où vous-même vous jouiez ou depuis le début de votre création? Qu'est-ce qui, pour vous, explique justement cette tendance à aller vers plus de simplicité au niveau des règles, de prendre en compte les enjeux de diversité, d'inclusivité, par rapport à un public qui, en tout cas dans les années 80-90, était considéré comme vraiment de niche, et peut-être encore plus dans les années 2000 avec la chute qu'il y a eu de l'industrie à ce niveau-là? Ça vous dérange pas que j'aille en premier. Donc, je pense que, bon, premièrement, on va pas se le cacher, je pense que l'arrivée dans le socialement acceptable comme divertissement du jeu vidéo n'a pas nui. Il y avait à ce point-là plus ou moins un pas à faire de l'un à l'autre, j'ai l'impression, du moins. Ensuite, il y a une certaine forme, j'ai l'impression j'ai pas le mot en français, vous m'excuserez, de gatekeeping qui se fait quand un jeu est extrêmement dense, est extrêmement complexe. Et je pense que ça peut expliquer pourquoi beaucoup de jeux sont apparus avec des systèmes plus simples, avec des systèmes où il n'y a peut-être même pas de règles, avec des systèmes qui peuvent se jouer en une soirée ou ou qui peuvent se jouer sur plus longtemps, mais qui s'adaptent, dirons-nous, plutôt à tous les âges et à toutes les situations sociales et financières que juste le monde qui ont beaucoup de temps et beaucoup d'espace cérébral à donner à ce divertissement-là. Puis après ça, je pense que c'est l'un rentre dans l'autre. Plus qu'il y a eu, d'expérimentation avec ces jeux-là, plus qu'il y a des personnes qui se sont dit que peut-être c'était pour eux en fait. Puis plus il y a de monde qui ont fait partie de la communauté, plus des idées nouvelles y ont été injectées et se sont développées. Enfin, c'est comme ça que je perçois le chemin de tout le monde. Et ça, il faut quasiment tordre un bras à quelqu'un pour jouer à autre chose qu'à Donjons et Dragons en 2000, à un booklet de règles tout simples comme Powered by the Apocalypse et ce qu'il y avait de plus populaire, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y a quelques années. Manon, Simon, est-ce que vous voulez... Oui, je pense que on partage à peu près le même constat. Je pense qu'il y a de manière générale beaucoup plus de visibilité qui est accordée aux médias. Je pense, il y a une multiplication des actual plays, même des gens qui parlent aussi simplement, qui présentent des jeux je pense à des vidéos YouTube qui peuvent me passer par la tête, mais je pense qu'il y a les plateformes font que on voit beaucoup plus de choses. Chez nous, pour ce qui est de l'alternatif, il y a aussi le fait de passer par des réseaux différents. Je pense à l'impression à la demande qui nous permet à nous de nous auto-éditer, de ne pas passer par une grosse maison d'édition. Du coup, ça permet à beaucoup plus de gens de créer et d'avoir, aussi en fonction des budgets, du coup, d'avoir le jeu. Il y a toute la révolution numérique qui est passée par là, avec la démocratisation des PDF, avec des plateformes comme itch.io, ou justement, ou ces réseaux d'impression à la demande. Le jeu de rôle est plus accessible, j'ai l'impression. Et la création, du coup, est plus accessible aussi, parce que je suis persuadé que quasiment tous les pratiquants de jeux de rôle sont aussi créateurs, ne serait-ce qu'au moment où on joue une partie, on crée, quoi. Donc, et de là à transmettre à des gens, le pas est vachement plus simple, voilà. Oui. Parce que réseaux sociaux, parce que révolution numérique, parce que... Oui, alors justement sur ces plateformes donc, du stage.io, vous, il me semble que vous êtes beaucoup sur Lulu, qui est aussi de l'impression à à la demande. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot sur justement
un peu comment ça se passe, comment est-ce que ça vous a aidé justement dans votre processus de création? Est-ce qu'il y a une visibilité quand même à travers ces plateformes-là qui est disponible? Ouais, c'est un peu comment, c'est la facilité et aussi la difficulté de l'indépendance. C'est-à-dire que sur des plateformes d'impression à la demande comme Lulu ou comme, je sais pas, il y a Drive-Thru aussi, RPG. Il suffit d'envoyer un PDF avec, voilà, avec certaines caractéristiques, les bords perdus, la pagination, etc. Mais bon, il suffit d'envoyer son PDF et on peut recevoir le livre à la maison. Donc, il n'y a pas de stock à gérer. Donc, les gens qui sont intéressés le commandent et ça arrive chez eux. C'est imprimé voilà, à la demande, comme son nom l'indique. Donc, nous, de notre côté, ben, on ne gère pas de stock. On ne gère pas de droits, enfin de prestations éditoriales. Donc, mais du coup, le contre-coup de ça, c'est que bah, on a beaucoup moins de visibilité que quelqu'un qui serait édité, effectivement. Donc, on n'a pas tout le réseau de distribution, on n'est pas distribué en boutique, typiquement. Et bah, il n'y a pas de travail éditorial qui passe derrière. Il n'y a pas d'éditeur qui passe derrière nous. Donc, à la fois, c'est très bien parce qu'on met ce qu'on veut et on met le message enfin, ce que les gens achètent, c'est réellement l'expression de notre vision. Mais du coup, euh, parfois se pose la question de la légitimité. Où, dans la tête de certaines personnes, qui peuvent se dire, voilà, puisque tout le monde a accès à itch.io ou l'impression à la demande, alors il y a une baisse de qualité quelque part. Et donc ça, c'est un mouvement qui est un peu difficile à combattre aussi. Donc voilà, il y a vraiment cette facilité-là d'un côté, et donc bah, ce côté, on n'est pas dans les clous conventionnels du circuit éditorial, et donc la visibilité, voilà, c'est plus compliqué. Je vais rajouter un Ouais, truc, non, non je suis d'accord. Justement, toi, Estelle, tu soulignais donc ton rapport au livre. Est-ce que c'est quelque chose à quoi tu étais sensible, cette question de l'édition du circuit éditorial? Parce que vous, donc, vous êtes en Kickstarter pour Gin Dusk. Oui, ben c'est ça. Nous, en fait, il y a plusieurs raisons qui ont fait qu'on a décidé d'aller vers un Kickstarter, mais une des raisons principales, c'est surtout qu'au Québec, le circuit de l'édition pour le jeu de rôle, comme édition traditionnelle, est plus ou moins non existant. Donc, à ce moment-là, comme des créateurs de jeux au Québec qui veulent publier au Québec en français, doivent pas mal le faire en auto-édition. Donc, la question de la légitimité se pose moins parce qu'à ce moment-là, il y a vraiment une question de comme... C'est un peu obligé. Donc, on ne peut pas vraiment se comparer à, par exemple, des livres qui ont été publiés dans un circuit traditionnel au Québec, parce qu'il n'y en a pas. Donc, à ce moment-là, la décision se fait plus facilement. Mais c'est sûr que comme on parlait justement de la révolution numérique et tout, puis à quel point ça l'a rendu plus accessible, la question de l'auto-édition, c'est tout à fait vrai. Je pense néanmoins que comme le livre imprimé garde quand même une place, ne serait-ce que pour des questions d'accessibilité. Donc, on parlait tout à l'heure justement de l'accession comme de différents publics, de nouveaux publics aux jeux de rôle. Puis, je pense justement que le fait de pouvoir consulter les livres en format numérique a permis comme l'ajout d'une certaine nouvelle base d'utilisateurs. Mais en même temps, il y a des utilisateurs aussi pour qui avoir le livre imprimé est très important parce que la lecture sur écran, c'est pas facile ou préférable pour tout le monde en tant que tel. Donc, il y a beaucoup de gens pour qui la physicalité du livre est vraiment importante, ne serait-ce que parce que lire sur l'ordinateur sous-entend un accès à tout un setup donc, technologique qui n'est pas facile d'accès pour tout le monde. Donc, le livre papier, ironiquement, malgré le fait qu'une copie va rester probablement plus chère qu'une copie PDF, reste plus accessible pour les populations, par exemple, qui ont moins accès à comme, de la technologie ou des fonds pour s'équiper à ce moment-là. Donc, ouais. Donc, je reste avocate, disons, de la multiplicité des formats. Voilà. Toi, François-Michael, est-ce que c'est dans justement l'idée de partir de ton approche personnelle d'un jeu pour le diffuser au public? Cette question, est-ce que tu t'es dit que peut-être tu allais, je ne sais pas, faire appel à une maison ou proposer ton projet à quelqu'un, ou c'était dès le On, départ, effectivement? on s'est renseigné un peu. On sait
Enfin, moi, je me suis un peu dit à la base que d'avoir justement des professionnels qui s'occuperaient de ça, même si notre tranche de la chose serait pas giga, serait probablement ce qu'il y avait d'idéal. J'avais une amie qui a aidé à tester le jeu un petit peu, justement, qui, elle, est autrice et était publiée, mais elle a fait dans les romans jeunesse plutôt, ce qui est beaucoup plus standard pour la publication au Québec. Et la vérité, c'est qu'il y a personne. Comme Estelle le dit, elle a vraiment mis on a peut-être vu la possibilité de faire affaire en France, mais encore là, avec un essai entre les deux, c'était pas. Disons qu'il y avait personne qui se garochait sur notre projet pour une raison, pour quelle que ait été la vraie raison. Donc, l'auto-édition est presque tout de suite devenue la solution. Puis, je pense que c'était il y a 2 ans, 3 ans, au Festival Draconis de Montréal, qu'on avait parlé avec plusieurs autres personnes qui faisaient qui avaient publié leurs propres livres et pas mal tout le monde était en auto-édition pour les mêmes raisons précédemment mentionnées. Et c'est là qu'on s'était fait recommander Lulu, nous autres, justement, également. Parce que c'était une auto-édition où est-ce que tu pouvais vraiment fignoler ta production. Puis on a produit les livres qu'on a envoyés à la fin de notre Kickstarter par Lulu. On les a fait imprimer par là et ça donne un très beau résultat. Ensuite, on a décidé qu'on irait probablement sur Drive-to-RPG, ce qu'on est encore en train de faire. Il y a eu quelques pépins à régler, mais c'est encore en route. Parce que il reste que même si le produit est originellement francophone, si disons que le monde qui vont nous voir sont principalement, qu'on s'attend qu'ils nous voient soit principalement des Québécois, on est encore tout à fait dans le marché américain. Et par conséquent, c'est de manière générale plus facile de fonctionner. On va faire les deux, bien sûr. Quand on pourra, l'idéal, c'est d'être à autant de places que possible. Mais si je demandais à quelqu'un qui est un rôliste, juste un joueur, là, on ne parle pas d'un éditeur ou d'une personne qui en a fait 40, s'il a entendu parler de Drive-to-RPG, 60-70% de chance, je suis sûr qu'il va avoir au moins entendu parler que, oui, tu peux acheter des livres là. Si je lui parle de Lulu, zéro. À part du monde qui s'était fait éditer là, personne connaît. Ça veut dire que on s'en va par là. Puis c'est à peu près ça. Je pense que c'est comme ça qu'on en est venu à cette conclusion-là. Aussi, si je peux être parfaitement candide, j'étais tout à fait prêt à ce qu'on soit très populaire, mais j'avais jamais vraiment pensé qu'on irait très en dehors des amis pour commencer. Ça veut dire que je voyais pas non plus tellement l'intérêt de sauter à travers tous les cerceaux administratifs que ça allait demander de se faire éditer, même si ça avait été possible à ce point-là. Donc, tu fais référence à la situation du Québec en Amérique par rapport aux productions anglophones. Est-ce que tous les quatre, vous avez justement une perception du marché francophone ou de la pratique du jeu de rôle dans la francophonie? Est-ce que justement avec la révolution numérique, vous pouvez avoir accès à la Belgique, à d'autres pays francophones? Est-ce que malgré tout, il reste des espèces de barrières qui sont en place? C'est une question vraiment intéressante, si je peux me lancer, si ça ne vous dérange pas. En tant que tel, ce que je me rends compte rapidement, c'est que malgré le fait que je suis tout à fait au courant qu'il y a beaucoup de jeux intéressants qui sont publiés dans la francophonie, je me ramasse personnellement surtout à jouer quand même des productions anglophones, principalement nord-américaines. Donc, j'ai l'impression que c'est pas un hasard, puis ça a beaucoup à voir avec le fait que la façon justement que la promotion est faite maintenant, surtout justement les jeux indépendants qui utilisent beaucoup les médias sociaux pour faire leur publicité, pas leur publication. À ce moment-là, c'est que c'est beaucoup basé justement sur la zone géographique. Donc, par exemple, si on fait une pub Facebook pour un jeu indépendant, il va falloir sélectionner donc comme la zone géographique à qui on s'adresse, etc. Souvent, ça va être comme les États-Unis proches, etc. Donc, à ce moment-là, étant au Québec, étant au Canada, on se retrouve beaucoup plus avec des publicités de ce qui se passe aux États-Unis que de ce qui se passe en France. Malgré le fait qu'on aurait en fait accès à ces publications-là parce qu'on lit le français très bien. Donc, j'ai l'impression que c'est ça qu'il y a comme peut-être comme il y a une barrière qui n'est pas opaque puis qui n'est pas non plus solide, mais qui est comme un peu floue de par la nature un peu particulière des espaces numériques qui sont plus délimités géographiquement qu'on pense ultimement.
je pense aussi à une chose, c'est que ça a été une question qui a été réglée il y a longtemps quand même, mais au début, où est-ce quand j'écrivais Gene Dusk, je l'écrivais quasiment à moitié en anglais, à moitié en français, juste parce que la terminologie est comme ça, puis on s'est demandé éventuellement en français ou en anglais qu'on l'écrit le livre une bonne fois pour toutes, puis on a décidé d'y aller en français au final parce que c'était notre langue de naissance, mais je veux dire, si on était aussi, je pense, assez au courant que, sans dire qu'on se tirait dans le pied de le faire comme ça, le public qu'on allait pouvoir viser en étant francophone et en étant québécois en même temps allait être plus mince. Les PDF, ce serait pas un problème, mais je peux penser à certaines personnes qui nous ont écrit pendant la campagne Kickstarter où est-ce qu'on a dit, on est désolé, on va devoir limiter les copies physiques pour l'instant au Canada et aux États-Unis parce que sincèrement, vous ne voulez pas payer le shipping qu'on va nous demander pour vous l'envoyer là-bas. Et si on l'avait écrit en anglais, qui sait, peut-être que ça aurait été plus facile parce qu'il demeure que, même avec la révolution numérique, le fait est que peu importe ce que vous parlez comme langue à la base, si vous voulez avoir du succès, on va vous dire d'accord, mais en anglais. Et c'est un peu ce qui en ressort. Donc, je pense qu'il y a. Puis c'est d'un point de vue acheteur, pour le monde que ça va faire 10-15 ans, peut-être 20 ans comme moi qui ont commencé, qui ont acheté leur premier livre ou quelque chose comme ça, c'est relativement récent l'accès à des livres ou au même prix ou bon marché dans une autre langue que l'anglais. Et pour beaucoup de monde qui, par exemple, sont avec Donjons et Dragons depuis la 2e édition ou sont avec Legend of the Five Rings depuis la 3e, ils ont joué ce jeu-là en anglais édition après édition et pour moi, en tout cas, je sais que même si je ne serais pas incapable de jouer Donjons et Dragons en français, l'idée de soudainement changer pour la 5e édition d'une langue à l'autre me fait bizarre et me donne l'impression que j'aurais presque un nouveau jeu à apprendre. Donc, je ne sais pas si c'est partagé, mais je sais que je peux parler juste anecdotiquement de mon expérience là-dessus. Vous, Manon et Simon, est-ce que c'est aussi une impression que vous avez de frontières qui sont quand même présentes dans le champ numérique? Oui, enfin, nous, de toute façon, la question ne s'est pas posée. Donc voilà, on a écrit en français. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le marché est dominé par des productions enfin, d'origine anglophone. Donc les gros jeux en France, bah, c'est Donjons et Dragons, l'Appel de Cthulhu, Vampire la Mascarade. Voilà, on reste quand même dans ce carcan-là. Et du coup, ce qu'on peut percevoir de francophone, à part bah, tout ce qui est indépendant, et auquel cas, les jeux indépendants, j'ai l'impression que ils ont plus de facilité, même si c'est pas aussi, enfin, c'est compliqué comme vous l'avez expliqué, mais il y a plus de facilité parce qu'on a des cercles, bah, ces fameuses bulles de réseaux sociaux qui font que nous, on peut voir dans nos bulles des créations bah, typiquement québécoises, francophones, nous arriver. Voilà. Oui. Par contre, ouais, Par contre, nous, on a moins voilà. la publicité des jeux plus mainstream parce qu'on ne les suit pas aussi, Voilà. c'est moins dans notre bulle. Donc c'est vrai que ouais, Donc il y a ce on est filtre-là, fermé. ouais, Ouais. il y a une sorte de bulle bah, du fait des algorithmes des Exactement. réseaux sociaux, quoi, qui font que si tu vas pas aller chercher expressément Ouais. un média étranger, même francophone, quoi, Ouais. c'est compliqué que ça vienne naturellement vers nous. Ouais. Voilà. Mais je suis d'accord. Ouais, donc dans ce monde indépendant, bah, vous êtes face effectivement aux gros joueurs, que ce soit Wizard of the Coast en anglophone ou Arcane Asylum Publishing du côté plus francophone. Eux, ils ont une force de frappe, de communication, de saturation du marché qui est énorme, une force d'inertie aussi dans la fidélisation des joueurs et des joueuses. Est-ce que ces bulles numériques, ça devient une manière un peu, on va dire, de guérilla pour faire votre place dans ce marché-là? Est-ce que ça passe encore par des conventions, par le contact de personne à personne, finalement, pour faire connaître vos créations? Je peux dire que c'est définitivement, en tout cas dans mon expérience personnelle, une question de convention parce que, puis encore là, j'en fais pas des masses. J'en ai fait 2 ou 3 et principalement dans les environs de Montréal. On va aussi se le dire que c'est un peu là où la
centralisation de la population se trouve entre Montréal et Québec beaucoup. Mais passons. Le fait est que Gene Dusk est passé d'une idée dans ma tête avec une poignée de testeurs qui m'ont aidé à quelque chose de concret dans l'esprit de certains rôlistes, du moins à cause de ma première présentation à Draconis et des présentations subséquentes. Je suis passé du fait que Gene Dusk était une idée sympathique sur laquelle on travaillait tous les deux, à recevoir des emails et des textos, un peu comme le vôtre d'ailleurs, qui nous demandaient si on voudrait participer, si on voudrait présenter notre projet. Chose qui n'était jamais arrivée avant, soit par le bouche à oreille ou par une mention dans les réseaux sociaux ou quoi que ce soit comme ça. Je vais quand même mettre en perspective le fait que c'est pas qu'on veut que ce soit qu'un hobby pour nous, ou du moins je vais parler pour moi, Estelle, pour me désavouer si elle est pas d'accord. C'est pas qu'on veut que ça reste qu'un hobby pour nous, mais on s'est pas fait d'illusions non plus sur notre chance de gagner notre vie avec ça. Et par conséquent, c'est quelque chose qui doit être ajouté en plus du 40 heures semaine qui est déjà fait. Donc, en quelque sorte, c'est pas. On s'attend, le fait qu'on n'aille pas le succès que les immenses productions ont est non seulement normal, mais peut-être en quelque sorte souhaitable aussi, à savoir si on va être capable de faire tout fonctionner en même temps, dans le fond. Manon et Simon? Je pense qu'on se rejoint sur l'idée de, oui, on ne gagne pas notre vie avec ça, donc effectivement, il faut lier le tout, donc on ne peut pas faire toutes les conventions qu'on voudrait, mais depuis que les conventions ont repris, on essaye d'y aller parce que c'est aussi agréable de rencontrer des gens et d'échanger en fait sur leurs pratiques avec eux, sur comment ils jouent, ce qu'ils voient, ce qu'ils en pensent, et puis je pense que c'est... Pas forcément sur nos jeux à nous, hein. Oui, C'est non. globalement parler avec des gens sur la pratique en général, Ouais. et c'est là qu'on voit aussi les évolutions dans la manière de jouer des gens, ou les nouveaux joueurs, ou ce genre de choses, quoi. Et justement, ça permet de percer ces fameuses bulles de réseaux sociaux, quoi. Des gens avec qui on aurait qu'on n'aurait pas pu rencontrer par le biais voilà, de ces réseaux-là. D'accord. Et justement, dans ces nouvelles pratiques, dans ce que vous allez proposer face justement aux productions plus mainstream, est-ce qu'il y a des éléments qui orientent particulièrement votre création? On a eu tout un mouvement du old school renaissance, donc une réappropriation un peu des productions des années 80-90 dans une forme plus simplifiée, sans doute plus directe dans l'expérience. Est-ce que ça fait partie de ce que vous recherchez? Est-ce que, au contraire, vous voulez ouvrir des voies qui n'ont pas encore été empruntées, que ce soit au niveau du design ludique, au niveau des thématiques? Alors, je ne sais pas si on a ouvrir des nouvelles voies. C'est un peu, voilà, ça fait un peu prétentieux, mais c'est toujours bien de découvrir des nouvelles choses qui n'ont pas encore été testées, de voir si ça fonctionne ou non d'ailleurs, hein. Si ça crache, c'est intéressant aussi. Enfin, c'est tout l'art du game design de toujours jongler entre ce qui a été fait et ce qui est pas fait. Je pense que tout à l'heure, on a parlé, je crois que c'est François Miquel qui commençait à parler sur voilà, des choses qui sont plus présentes, qui auraient été présentes avant et qui ne le sont plus maintenant. Et je pense que on disait, voilà, ces nouveaux joueurs qui arrivent font que les jeux que nous, on écrit et qu'on voit aussi passer nous ressemblent plus, dans le sens où voilà, les dessins, c'est plus, si on veut caricaturer, des femmes qui sont déjà toutes blanches, peu vêtues, ou les hommes qui sont très costauds et hyper sexualisés. Donc déjà, je pense que aussi les nouveaux joueurs qui arrivent et du coup font bouger sur ce genre de thématique-là, qui nous parcourent nos écrits parce que ça nous touche personnellement, d'avoir des jeux qui nous ressemblent.
et de faire jouer des choses qui ressemblent au quotidien qu'on vit en fait. Et donc le quotidien, bah, ça fait partie des thématiques qu'on aborde aussi, de mettre du quotidien euh, dans le jeu de rôle, de faire autre chose que des combats. En fait, nous, on aime bien le entre-combat, par exemple. Si on devait jouer Donjons et Dragons, on jouerait On jouerait pas les combats. Voilà, on jouerait pas les combats, on jouerait entre, typiquement. Donc je pense que c'est la thématique principale, et aussi le relationnel. Je peux faire un pan, par exemple, ce qui nous manquait, on parlait tout à l'heure de voilà, ce qu'on aimait bidouiller, ce qui nous manquait, c'était l'aspect relationnel. Par exemple, mettre à bas le PNJ fonction qu'on détestait avoir, le PNJ qui arrive et qui délivre simplement une information parce qu'il devait le faire et qui repart aussitôt. Non, nous, on a essayé voilà, de créer plus de corps, de créer vraiment des canevas, des relations. Je pense que c'est ça. Tu veux, je te redonne la... Qu'est-ce qui oriente la création? C'était ça la question. J'ai perdu le fil de... Moi, j'ai grappillé autour. La question, c'était qu'est-ce qui oriente Oui, notamment les thématiques. Ouais, les thématiques. Ouais. Non, je suis d'accord avec... faut savoir que nous, on est des héritiers, entre guillemets, de la Forge, enfin du forum The Forge. Donc, c'est vraiment toutes ces thématiques-là qui ont commencé, qui nous ont poussé justement, qui nous ont donné confiance aussi pour créer, et tout ça, ça découle. Donc, du coup, faire des jeux qui nous ressemblent et avec lesquels on se sent bien de jouer. Donc des jeux qui seraient le plus safe possible, quoi. Avec lesquels on serait à l'aise, notamment sur des questions de diversité, par exemple. Voilà. Et avoir des personnages qui nous ressemblent pour pouvoir les incarner aussi, et pour montrer qu'on peut raconter des histoires sur des personnes qui sont pas blanches, par exemple, ou pas binaires, ou pas, enfin voilà, que tout ça c'est possible, et qu'on puisse le faire de manière en toute sécurité, quoi. Donc le plus possible. Sécurité, ça n'existe pas, mais voilà. De votre côté, Estelle et François-Michael, est-ce qu'il y a justement, à travers le post-apocalyptique, qui est un genre avec beaucoup de conventions, beaucoup de bagages. de bagages, et puis en se basant sur des jeux précédents, est-ce qu'il y avait quelque chose qui drivait un petit peu votre approche? Si tu veux y aller. Oui. En tant que tel, je dirais que c'est ça. Donc, dans Gene Dusk, le thème de la survie est quelque chose de vraiment très central, mais les autres thèmes qu'on a vraiment essayé le plus possible de mettre l'avant, c'est un peu corollaire à la survie encore, mais le fait que la façon que nous, on s'imagine justement comme la survie dans le post-apocalyptique, c'est beaucoup moins comme mon shotgun puis mon chien, puis beaucoup plus comme comment je me rattache à la communauté, comment est-ce qu'on va créer une solidarité entre les survivants, survivantes, comment est-ce qu'on va interagir les différents groupes avec différents intérêts, différentes caractéristiques, pour essayer de voir un peu la société qui va émerger un peu de tout ça. Donc, il y a comme une espèce de sociopolitique vraiment développée dans notre univers qui, justement, a pour but de démontrer un peu que même dans l'apocalypse, personne n'est une île, puis tout le monde est connecté, puis tout le monde est interdépendant aussi. Fait que là, c'est là que je pense que probablement que notre jeu est un petit peu différent, justement, des conventions classiques du post-apocalyptique, parce que, justement, ça met un peu en relief, comme comment est-ce que la reconstruction s'effectuerait comme après une grosse catastrophe en tant que telle. Puis nous, l'hypothèse qu'on s'est mis à ce moment-là, c'est que ça s'effectuerait comme dans n'importe quelle communauté, c'est-à-dire justement à travers les liens entre les personnes, puis les conflits autant que la coopération. Je suis bien expliqué pas mal. Oui, très bien. Je rajouterais quelques petits points. Il y a un élément que j'aimais beaucoup, puis peut-être que mon propre chemin à travers découvrir des choses que je croyais qui étaient peut-être mensongères qui est venu, c'est qu'un des 5 archétypes qui est jouable dans Gene Dusk et sont les restes, si on veut, du monde qui a causé l'apocalypse dans le fond. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant d'écrire les purs, qui s'appellent, dans le fond, ces êtres-là d'autrefois, c'est qu'ils ont tout à fait été au sommet, et ils se rendent compte qu'ils ont été ils se rendent compte à la fin du monde qu'ils ont été au sommet seulement en marchant sur la tête de tout le monde, et
leur état quand ils sont proposés à être joués est d'accepter en quelque sorte ce qu'ils ont fait, parfois malgré eux, parfois comme ils le désiraient par le passé, et de se détacher, dans le fond, de cette mentalité-là d'être absolu et qu'on leur a vendu à une autre époque. Et je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant, justement, à voir le défi de certains qui l'acceptent pleinement, d'autres qui ne savent pas où est-ce qu'ils doivent se placer, d'autres qui refusent complètement de croire qu'ils n'ont jamais rien fait de mal, c'est un des éléments que je voulais pointer dans la grande sociopolitique que Estelle présentait, euh, qui est... qui est un des éléments que j'ai beaucoup aimé au niveau des thèmes. L'autre élément que je voudrais pointer aussi, c'est que en général, on a construit Gene Dusk pour être très modulaire. Il n'y a pas vraiment de concept, à part peut-être celui de la survie, comme on disait, qui passe par plein de choses, qui est nécessaire à Gene Dusk. On pourrait décider d'inclure ou d'exclure à peu près toutes les races, tous les groupes, même la plupart des mécaniques qui sont là, si elles ne nous conviennent pas, pour en arriver à une expérience plus distillée, si on veut, ou on peut juste tout balancer ça ensemble et voir comment ça se débat. Et le fait considérant qu'on avait beaucoup de joueurs qui sont très min-maxers et beaucoup d'autres qui sont principalement là pour prendre la journée pour vous décrire à quel point ils ont peint leur armure en pneus juste right, euh, on a, on a finalement créé une sorte de Frankenstein monster qui est capable de fonctionner avec ou sans certaines parties, dépendamment de ce que le monde aime de cet univers-là. Donc, mais oui, les thèmes de communauté et surtout de recherche de un peu qu'est-ce qu'on fait maintenant et à qui tout le monde n'est pas digne de confiance, mais si on fait juste s'isoler, on risque de disparaître. Comment est-ce qu'on jongle avec tout ça est vraiment un des thèmes importants. Puis je pense que c'est plus un thème qui s'est présenté à nous qu'un thème qu'on avait décidé qui allait être ça, le but de notre jeu à la base. Mais c'est un thème que je suis absolument heureux qu'il soit devenu central au final. D'accord, donc justement, on parle de nouvelles thématiques, mais aussi de pratiques de jeu spécifiques à chaque fois, de ce que les joueurs et les joueuses peuvent rechercher chacun dans l'expérience de jeu. Simon, tu parlais de sécurité émotionnelle. Donc, dans Damnée, vous avez quand même consacré une part notable du livre à ces outils de communication à travers des gestes pour assurer la sécurité émotionnelle. Est-ce que ce type d'innovation, parce que c'est quand même c'était peu courant jusqu'à il y a quelques années, que ce soit dans le design, dans les outils de communication, c'est quelque chose que vous recherchiez du départ, que vous vouliez mettre en place, ou est-ce que c'est justement parce que vous sortiez un peu des sentiers battus que vous vous intéressiez à peut-être des thématiques plus personnelles, plus directement liées au vécu, que ce genre d'outil est devenu nécessaire? Pour être honnête, de mon côté, j'ai rien inventé. Je savais pas que ça existait jusqu'à ce qu'un jour je découvre que ça existe dans une convention. Et ma réaction, ça a été est-ce que c'est vraiment nécessaire? Puis le monde m'a dit ah oui, oui, ça aide beaucoup. J'ai fait bon, ben super, alors on inclut. Mais c'était pas mal ça pour moi. Vas-y, Non, je vas-y, je t'en pense. prie. Enfin, je pense que c'est. Oui, je pense qu'en final, en flirtant avec des thématiques qui sont un petit peu plus lourdes à aborder, hein, c'est-à-dire c'est le quotidien, les relations, des choses qui peuvent flirter avec ben, euh, des zones où on est moins à l'aise, on va dire. Je pense que c'est devenu une évidence en fait en écrivant que eh ben, voilà, si on touche à ça, il faut, voilà, si on fait des questionnements moraux, il faut se protéger en tant que joueur parce que c'est pas possible de tout se prendre en pleine face. Donc au final, c'est en écrivant qu'on s'est rendu compte que, que ça devait être, qu'on devait se protéger, notamment parce que on a été aussi confronté à des moments où nous-mêmes, on n'était plus très en sécurité au moment de jouer. Donc, je pense que c'est au fur et à mesure de l'écriture que ça s'est imposé et que maintenant, on considère ça comme normal
que ce soit à la fin, enfin à la fin, c'est parce que c'est vrai que d'abord on explique le jeu, mais je veux dire à la fin du livre, mais au moins présent dans le livre, je pense que c'est une obligation, je pense. Ouais, surtout que, en fait, tout ce qui contribue à rendre le hobby plus sécurisant ou plus safe pour les gens, j'ai tendance à dire que c'est de notre responsabilité en tant qu'auteur de proposer des jeux qui mettent, qui font, enfin, qui permettent de jouer dans des bonnes conditions. Voilà. Je pense que c'est maintenant que on s'est renseigné quand même pas mal en amont, qu'on a vu ce qui était adéquat pour Dané typiquement, mais petit à petit pour tous nos jeux, on se rend de plus en plus compte que que ça doit se normaliser. Et d'ailleurs, ça se normalise. Quand on regarde les grandes productions récentes, je passe à la 5e édition de Vampire, il y a une page sur la sécurité émotionnelle et c'est bien que ça se normalise au contraire, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup. Avant qu'on passe aux questions du public, une petite dernière question. On est en Zoom là. J'imagine que pour beaucoup de rôlistes, Roll20, Foundry, toutes les plateformes qui permettent de jouer aux jeux de rôle sur table, mais à distance, ont beaucoup servi ces derniers mois et années maintenant. Est-ce que, d'une part, vous avez exploré un peu ces plateformes-là, et est-ce que vous avez l'impression que ça ouvre des possibilités dont vous voudriez tenir compte dans votre design, que ce soit les nouvelles manières de mener des parties avec l'assistance des logiciels, etc. Communication. Si tu as fait plus de parties à distance que moi, tu peux peut-être en parler. Ouais. Ouais, je peux commencer par partager mon expérience. En tout cas, pendant la pandémie, j'en ai fait abondamment des parties à distance. Certaines avec beaucoup de succès, certaines avec moins de succès. Je dirais que celle où j'ai eu davantage de succès, pour moi en fait, ça recoupe vraiment juste mon expérience en tant que joueuse, puis ce que moi j'aime faire pendant les jeux de rôle en tant que joueuse et en tant que MJ aussi. Moi, j'ai toujours été plus justement peut-être plus du côté narratif, peut-être plus du côté contact humain. Donc, ce qui faisait généralement pour moi que j'avais une bonne expérience, c'était bien plus souvent quand il y avait beaucoup d'activités du côté des participants et participantes. Donc, est-ce qu'il y avait de la webcam? Est-ce qu'il y avait beaucoup de chat? Est-ce que les gens étaient très vocaux? Ça, c'est plus ça qui faisait que j'avais une bonne expérience ou pas. Beaucoup plus que les outils comme par exemple le fait d'utiliser Roll20 ou Tabletop Simulator ou d'autres comme intermédiaires comme ça pour essayer de recréer un peu l'environnement physique du jeu. C'est sûr qu'un groupe qui est habitué de jouer avec des cartes extensives puis des pions et tout va vraiment bénéficier d'une interface comme Roll20 ou Tabletop Simulator ou Foundry, en tout cas des choses comme ça, parce qu'à ce moment-là, ça recrée un peu ça. Mais pour moi, l'expérience, c'était vraiment plus important de recréer les interactions qui se passent autour de la table. Donc, c'est pour ça que je privilégiais peut-être plus comme juste du chat vocal ou avec des caméras pour permettre justement d'avoir ce contact-là. Aussi, sans la caméra, je dois dire qu'en tant qu'MJ, je trouvais ça difficile justement de juger on était où par rapport à la sécurité émotionnelle des joueurs. Parce qu'à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a toujours des outils comme la X-Card, par exemple, mais on s'entend, je préfère tout de même en général comme juste juger où c'est que j'ai l'impression qu'on est ajusté si besoin. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'était mon expérience en tant que maître de jeu et joueuse à distance pendant la pandémie. Sinon, pour ce qui est du design de jeu, c'est vraiment une note intéressante parce que tout ça est arrivé pour nous, en tout cas pour Jane Dusk, après qu'on ait vraiment finalisé le texte. Donc, au moment où on a décidé, OK, un peu, on met le point final, puis là, après ça s'en va sous presse, c'était pas réellement si répandu que ça, le fait de faire des jeux en ligne. Donc, peut-être que si ça avait été plus quelque chose, une préoccupation au moment où on était en train de faire le texte, qu'à ce moment-là, on aurait peut-être changé certaines choses pour dire comme, si vous faites une situation où vous êtes à distance, peut-être qu'à ce moment-là, telle mécanique pourrait venir, mais assurément, je pense que ça l'ouvre beaucoup d'horizons pour les joueuses et les joueurs, surtout dans des cas, par exemple, où un joueur voudrait essayer un jeu, ne trouve pas de gens qui sont disposés à l'essayer comme dans son cercle immédiat. À ce moment-là, c'est qu'il y a des groupes Facebook, il y a des forums et tout, où on peut connecter avec des gens qui seraient intéressés à jouer avec nous. À ce moment-là, ça va devoir justement comme être géographiquement au même endroit pour pouvoir s'asseoir et jouer ensemble. Donc ça, c'est fantastique. Sinon, à part de ça, ça serait vraiment intéressant justement de comme
commencé à penser à des jeux qui sont vraiment faits pour être joués comme virtuellement. J'ai joué un jeu peut-être qui était exclusivement comme basé sur comme dans une interface comme en ligne. C'était quelque chose qui s'appelait Over the Moon, donc un petit jeu indépendant où le but, dans le fond, c'était comme de stimuler un clavardage entre des gens qui se sont rencontrés sur une application de rencontre. Puis le thème, c'était la Lune. En tout cas, c'était très éclaté, très intéressant. Quelque chose qui justement, mettait entièrement à profit comme une interface en ligne, puis n'aurait pas pu être joué en personne, en fait. Donc, intéressant de voir justement comme quels jeux vont être développés littéralement en prenant en compte une plateforme en ligne. Au lieu de juste comme transposer quelque chose qu'on aurait fait physiquement, mais comme de le mettre en ligne. Manon et Simon? Nous, on joue beaucoup en virtuel parce que on n'a pas la chance de pouvoir avoir des joueurs à côté de chez nous. Donc, pour nous, le virtuel, ça nous sauve des parties. Donc, ça, c'est une pratique qu'on a depuis maintenant longtemps, du coup. Donc, après, nous, on n'a jamais eu de problème particulier avec le jeu en ligne. Donc, mais il y a des jeux qui... Enfin, je pense que pour le développement du jeu, c'est vrai que mettre du matériel... je pense notamment à des fiches... alors, ça peut être des fiches de personnages ou ce qui est... je pense à des portraits parce que pour le jeu qu'on est en train de financer, on a justement des portraits qu'on voudrait mettre à disposition sur, par exemple, un Roll20 ou ce genre de choses pour que les joueurs aient le matériel à disposition, clé en main, pour pouvoir le faire en ligne. Et c'est vrai qu'on y pense. Oui, maintenant, j'ai l'impression que le PDF et le package de matériel pour les parties en ligne, ça devient quelque chose de quasiment... Enfin, il faudrait que ça rentre dans la norme, quoi. Ça fait partie des choses avec... des évolutions de... Voilà. Ce que je peux rajouter aussi sur le jeu en ligne, c'est que il y a tout un langage du jeu en ligne que j'ai l'impression que les gens commencent petit à petit à s'approprier. Par exemple, la valeur d'un silence. Est-ce qu'un silence en réel, lorsqu'il y a un silence autour de la table, ça a une certaine signification. Lorsqu'il y a un silence en virtuel, ça a une autre signification. La valeur des silences, la valeur de l'aparté aussi. C'est beaucoup plus simple de faire des apartés en virtuel avec le chat, etc. Donc en fait, on se réapproprie une sorte de langage qui n'est pas celui de la partie en réel, ce qui fait qu'à partir de ce langage-là, j'ai l'impression que ça peut être justement des germes, des points de départ pour des designs complètement nouveaux, quoi, complètement innovants. D'autant plus que quand tu joues en ligne, en général, tu es tout seul devant ton écran. Donc, cette solitude-là aussi crée une certaine disposition sur laquelle on pourrait capitaliser, quoi. Donc, il y a plein d'idées qui peuvent germer, je pense, de ça. D'accord. Merci beaucoup. Un très, très grand merci. On va ouvrir la période de questions du public. Donc, si jamais vous avez des questions à poser à nos intervenants, n'hésitez pas. Valérie, Ryu. Allô, vous m'entendez? Oui, très bien. Merci infiniment pour cette grande période de discussion extrêmement riche. Donc, j'aurais une question à vous poser concernant, puis je sais que vous en avez parlé, puis que c'est un sujet avec lequel vous devez toujours composer, qui est la repérabilité de vos jeux, la curation de vos jeux parmi d'autres options. Puis on le sait à quel point c'est difficile de sortir son épingle du jeu en tant que francophone dans le domaine du jeu de rôle, sur table. On le sait. Puis j'ai l'impression, puis c'est peut-être une intuition ou un filon de la question de la médiation, qu'on entre en contact avec certains jeux comme Donjons et Dragons, comme Vampire the Masquerade, à travers des communautés de joueurs qui servent un peu à faire la médiation. Personnellement, moi, les jeux un peu plus champ gauche que je rencontre en termes de jeux de rôle, c'est que je les vois sur Kickstarter, sur Facebook, sur Instagram, dans mon contenu commandité. C'est vraiment c'est comme ça qu'on va venir me happer. Donc, je me demandais, vous tous et toutes, comment vous positionnez-vous par rapport à ces
question de curation ou de médiation-là, est-ce que vous faites affaire avec des super influenceurs des jeux de rôle pour donner de la visibilité à vos projets? Donc, je voudrais juste vous entendre là-dessus. Je vais peut-être commencer sur ce sujet-là. Pour faire simple, notre principale plateforme est encore sur Facebook pour l'instant. Donc, une fois de temps en temps, quand on a une annonce intéressante ou quelque chose de nouveau qui sort, booster un post, il y a toujours, comme tout sort de notre poche, bien entendu, c'est toujours de faire le calcul entre combien est-ce qu'on est prêt à justement sortir de notre poche pour gagner un peu de visibilité versus est-ce que quoi que ce soit de ça va nous revenir, qui est à considérer une fois que le Kickstarter est fini et qu'il n'y a plus de rentrée d'argent direct. L'autre chose après ça que je pourrais peut-être dire par rapport à la présentation et à la curation qu'on a fait principalement, c'est d'essayer de plus ou moins jamais refuser une invitation. C'est encore la principale manière qu'on peut être vu, mais pas à tous les prix non plus. Je veux dire, heureusement, ça ne nous est pas encore arrivé, mais il y a certaines valeurs, je pense, on l'a décrit, pour lesquelles on se tient et peu importe à quel point l'influenceur influence beaucoup, si on n'est pas capable de réconcilier ce qu'il représente, ça nous fera très plaisir de lui dire merci, mais non merci. Du moins, c'est comme ça que je ressens la chose. Estelle, je ne sais pas si tu as plus à dire. Oui, ben, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, François-Michael. Surtout sur la question, dans le fond, parce que tu mentionnes, Valérie, que c'est beaucoup à travers donc, les publications comme le contenu ciblé sur les médias sociaux que ce genre de découvertes-là se font. C'est effectivement comme ça, nous, qu'on s'y est pris beaucoup, donc à travers des publicités Facebook, principalement. Puis c'est aussi le conseil qu'on s'était fait donner de d'autres créateurs de jeux de rôle au Québec, que c'était ça la meilleure façon, dans le fond, d'aller connecter avec le public. Parce qu'en dehors, justement, des gens qu'on peut rencontrer en personne lors des festivals, lors des conventions, etc. C'est les gens justement qui sont chez eux devant leur ordinateur qu'on peut toucher comme à travers justement les algorithmes et tout et tout. Ouais, bah, nous, on ne fait pas du tout appel aux publicités Facebook ou aux posts boostés sur Twitter. Bon, alors, il y a plusieurs raisons à ça. Bah, déjà, la même que vous, j'imagine, tout sort de notre poche, donc pas toujours facile voilà, de payer ces publicités-là. Il y a un truc que j'ai remarqué qui est relatif, enfin, je pense qui est vrai du côté des jeux indépendants, ou en tout cas des jeux qui sortent de la norme, c'est que attirer l'intérêt, susciter la curiosité, ce n'est pas suffisant pour convertir en vente. Beaucoup de gens nous disent « Oh là là, c'est intéressant ce que vous faites, ça nous change vraiment de ce dont on a l'habitude. C'est génial, continuez. » Point. Donc, et ça fait très plaisir quand on entend ça, évidemment, se sentir soutenu par des gens qui ne nous connaissent pas et qui nous découvrent, c'est génial. Mais du coup, ça relativise un peu la rentabilité, entre guillemets, d'une publicité, sur Facebook, parce que voilà, on sait que dans notre milieu de jeux de rôle alternatif, susciter l'intérêt, c'est pas suffisant. Du coup, ce qu'on fait beaucoup plus, c'est on essaye de participer lorsqu'on est invité, bien sûr, à des actual play pour effectivement montrer comment nos jeux se déroulent, de telle sorte à ce que les gens puissent avoir une idée et après décider d'acheter le jeu ou pas, quoi. Mais la simple publicité, le simple pitch, pour nous, ça n'a pas marché. Voilà. Donc les actual play, les émissions, voilà. Quand on est invité, évidemment, on refuse pas, quoi. Merci beaucoup pour ces réponses. En tout cas, un très, très grand merci à toutes les intervenantes et intervenants pour les conférences, pour la table ronde. C'était vraiment très enrichissant. Un très, très grand merci aussi à toute l'équipe des Graphimes, encore une fois, qui a rendu cet événement possible, et au public de s'être présenté nombreux. Dany, est-ce que tu as
Très rapidement, en fait, pendant tes remerciements, je pense que c'est la moindre des choses de te remercier toi aussi, qui a porté la conférence en entier sur son dos. Malgré qu'on a signé en bas de la feuille pour parrainer, on ne cachera pas à personne que c'est Jean-Charles qui a fait d'abord le gros de l'organisation, des invitations, de la coordination et de l'animation. Donc, main de maître, well done. Merci beaucoup. Et merci encore une fois au public de s'être présenté si nombreux à cet événement. J'espère que ça vous aura permis de découvrir des nouvelles pistes dans le jeu de rôle, de faire des rencontres, d'avoir accès à des nouvelles idées, des nouvelles perspectives. Donc un très très grand merci à tout le monde et je vous souhaite une belle soirée. Merci pareillement. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, bonne soirée.